869 300 enseignants en poste sur l'année 2021. Et non, enseignant ne rime pas avec fainéant, merci bien. Pas plus qu'il ne rime avec vacances ou 18 heures de travail. Puisque le métier est si peu connu, encore moins reconnu, il est temps de s'y plonger corps et âme, loin des grognons et des préjugés. La question du jour sera donc très simple. Comment une profession aussi jalousée peut-elle être autant désertée par ses candidats? C'est sur Capsule Éducation. Deux nouveaux indispensables pour aujourd'hui. La première concerne une astuce mine d'or. De nombreux rapports, synthèses et études sont mis en ligne régulièrement par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, l'ADEP en abrégé. Pensez à aller y faire un tour. Deuxième indispensable, cette fois-ci avec des chiffres. Sur 869 300 enseignants, on en dénombre 379 700 dans le premier degré, dont 333 200 dans le public. Sur les 489 600 enseignants du second degré, 392 550 sont dans le public. En tout, ce sont 726 800 enseignants dans le public et 142 500 autres dans le privé sous contrat, comme le rapporte l'étude L'Éducation nationale en chiffres, édition 2021, justement fournie par l'ADEP. On aura tout le temps de revoir la réalité de terrain que vivent les collègues enseignants, mais d'abord, faisons un petit tour dans les concours pour devenir enseignant. Vous connaissez sans doute le traditionnel CAPES, ce fameux certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Un concours accessible pour à peu près toutes les disciplines que l'on peut trouver au collège ou au lycée. Mais attention, pour certaines spécialités, il faut un CAPES doublé d'une certification complémentaire dans la spécialisation choisie. Par exemple, avoir le CAPES lettres classiques ou modernes et obtenir une certification théâtre ou art plastique ou autre. Le CAPES de l'enseignement privé, lui, porte aussi un nom, c'est le CAFEP-CAPES, ou Certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement du privé. Même concours, mêmes épreuves, même correcteur, mais appellation qui varie. Ce n'est pas fini, loin de là. Concours de recrutement des professeurs des écoles, le CRPE donc, pour enseigner en maternelle et en élémentaire, dans le public comme dans le privé. Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive pour le PS ou CAPEPS. Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou CAPET, pour les enseignants de lycée technologique. Enfin, concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, ou KPLP, pour le lycée professionnel. Parce qu'on zappe un peu trop l'enseignement agricole, rendons-lui justice quand même. Deux concours sont en effet accessibles aux enseignants. Professeur certifié de l'enseignement agricole, ou PCEA, ou professeur de lycée professionnel agricole, PLPA. Autre concours que l'on peut passer, l'agrégation pour enseigner en priorité dans le supérieur et les classes préparatoires. Mais, bien sûr, un agrégé peut aussi enseigner au lycée et au collège. Le KR, pour concours d'accès à l'échelle de rémunération, est accessible à l'interne de l'enseignement privé avec les conditions que l'on retrouve pour les concours internes de l'éducation nationale. Pour l'enseignement spécialisé, il n'y a qu'un seul concours, c'est le KPI, ou Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive. Enfin, pour les formateurs, c'est le CAFA qu'il faut passer, le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique. Les concours réservés aux enseignants ne manquent vraiment pas en France, qu'ils soient accessibles en externe, en interne ou par la troisième voie. Mais prudence toujours, les conditions diffèrent selon le concours qu'on veut passer. Ah là là, avoir le concours ne suffit pas. Il faut en effet passer par les écoles qui forment les enseignants, à savoir un master MEF dédié à la formation au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, en plus d'avoir une licence dans les disciplines de base, bien sûr. Un passage quasi obligatoire par les IUFM, transformé en SP, puis en ISP, le fameux Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, accessible pour le public. Ou bien l'ISFEC, pour Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique, cette fois-ci accessible pour le privé sous contrat. Deux, trois bricoles en plus sur le statut et le système de mutation. Les enseignants du public sont bien fonctionnaires, qu'ils soient stagiaires, certifiés ou agrégés, sauf les collègues contractuels, puisqu'ils ne sont pas titulaires. Là où les sourcils se froncent, c'est quand je vous révèle que les enseignants titulaires du privé, qui ont pourtant passé le même concours que dans le public, malgré l'appellation différente, ne sont pas fonctionnaires, mais maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat. Ah oui, ça on ne le sait pas forcément. Pourtant, ils sont payés par l'État aussi, quand l'établissement est sous contrat. Moins payés que dans le public, au passage, et pas fonctionnaires. Qu'est-ce qu'être fonctionnaire de la fonction publique?
Être enseignant ne veut pas dire nécessairement adorer son employeur ou lui obéir au doigt et à l'œil, bien au contraire. D'ailleurs, l'employeur est bien l'État, pas le chef d'établissement ou le directeur d'école. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est l'État qui gère l'établissement dans son entièreté. Mais passons. Être fonctionnaire, ce n'est pas seulement avoir la sécurité de l'emploi puisqu'on est titulaire, c'est aussi respecter et représenter les valeurs de la République. Ah non, 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 on va pas sur ce débat-là, hein. Non, non, non. C'est juste une neutralité politique et religieuse face aux élèves, ainsi qu'un certain devoir de réserve. Et parce que d'autres vous le diront sans doute mieux que moi, je ne peux que vous conseiller la lecture du Guide du devoir de réserve et de la liberté d'expression des agents publics. Une parution de juillet 2021 que l'on doit au collectif Nos services publics et qui prend le temps d'expliquer ce qu'est vraiment le devoir de réserve. Devenir enseignant et être titulaire, ce n'est pas signer un acte de mariage avec le ministère de l'Éducation nationale. D'autant que la liberté pédagogique dont disposent les collègues leur permet encore de respirer sans être contrôlés de A à Z dans leur mission. Mais c'est aussi, oui, devoir se confronter à des inconvénients qui mettent la vocation de transmettre à rude épreuve. Le système de mutation, oh, on y va, allez. Un système de mobilité géographique ouvert aux enseignants et aux professeurs en se basant sur un système de barème qui prend en compte la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'agent et qui doit d'un côté respecter les besoins d'enseignement tout en accédant aux souhaits de mobilité des participants. Puisque le système diffère selon qu'on est dans le premier degré ou le second degré, commençons par les professeurs des écoles. Ceux-ci peuvent demander jusqu'à 6 départements à classer par ordre de préférence sur SIAM via l'application eProf. Ah oui, un vieux machin qui gère leur carrière mais qui n'a pas fait peau neuve depuis ses débuts, apparemment. Bref. Deux types de mutations. La mutation interdépartementale si l'on veut changer de département ou la mutation intradépartementale pour obtenir une nouvelle affectation dans son département actuel. Attention d'ailleurs, certaines collectivités d'outre-mer ne sont pas accessibles sur ces mouvements. Si ces mouvements de mutation sont toujours à exécuter via l'application eProf et SIAM pour le second degré, certains éléments changent quand même, à commencer par l'appellation. Il s'agit donc de mouvements inter-académie pour les affectations dans une autre académie que la sienne, et le mouvement intra-académique si l'on veut changer d'affectation mais rester dans son académie actuelle. Autre changement, on peut saisir jusqu'à 31 vœux sur SIAM. Un troisième mouvement est également possible. Il s'agit de postes spécifiques pour enseigner en BTS, dans des sections internationales, des classes préparatoires ou sur des postes à compétences particulières. Dernier changement du second degré par rapport au premier degré, c'est que la désignation des personnels qui participent au mouvement interacadémique est l'affaire du ministère et de son ministre, quand le mouvement intra-académique, lui, est fait par les rectorats et son recteur. Et voilà, on y est pour de bon. Qu'en est-il de la considération portée à la profession par les personnes qui ne travaillent pas dans l'éducation nationale ? Je ne vais pas faire mystère de cette partie très longtemps. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'épisode dernier, où, pour rappel, on se causait du rapport entre les familles et l'école. Un rapport plutôt tendu. Ça n'a pas changé depuis, hein. Alors oui, la considération est plutôt maigre, pas inexistante, mais pas franchement amicale non plus. Tandis que nos enseignants aînés se rappellent du respect que parents et élèves leur vouaient, et d'élèves qui reviennent les voir de temps en temps, de belles expériences et rencontres, nos enseignants actuels croulent sous les incivilités et le manque de respect, justement. Sous les yeux d'enseignants proches de la retraite qui constatent le déclassement et la dévalorisation de leur métier, et des conditions plus pénibles que celles qu'ils ont connues à leur début. Des parents irrespectueux ou virulents qui s'invitent dans la vie de l'établissement ou dans les méthodes, les connaissances dispensées, pour critiquer, pour exiger quelque chose. Des parents aussi qui, pour la plupart, sont simplement ignorants de ce qu'est l'école actuelle, parce qu'ils gardent l'image et les biais de leur école à eux, celle qu'ils ont vécue dans leur jeunesse. Voilà comment méconnaissance et jalousie entravent leur vision. La fameuse feignasse avec 6 mois de vacances et 18 heures de cours par semaine, on vous l'a sûrement déjà sorti. Écoutez, on me l'a sorti à moi aussi. Et pourtant, je suis personnel de vie scolaire, pas enseignante. Mais les familles, y compris la mienne, ont tendance à confondre ou à rester dans une vision étriquée qui ne correspond pas à ce qu'on vit dans un établissement. Ils prennent la défense permanente de leur enfant, couvrent les absences même si elles ne sont pas justifiées, exigent des notes excellentes pour leur enfant sans savoir quel est leur niveau réel, questionnent la légitimité des enseignants et de l'école en général. N'y a-t-il que les parents pour avoir une considération aussi fortement réticente aux enseignants ? Non, vraiment. D'autres catégories de travailleurs y voient les avantages de la profession. Vacances, heures hebdomadaires, posture de travail et tout ce qu'ils envient encore. Eux qui ont des conditions de travail différentes, qu'ils jugent sûrement plus pénibles que celles du prof. Mais comparer ce qui n'est pas comparable n'apporte rien de productif.
Bien sûr que les conditions changeront selon notre métier, et la pénibilité aussi. En ressort en fait une jalousie qui se fonde sur une image biaisée et fausse que la presse s'empresse de raviver régulièrement. Oui, d'accord, bon, celle-là, elle était nulle. Bref, toute cette négativité et cette ignorance de l'extérieur conduit à ce que l'on appelle du, comme les profs en français, prof bashing pour les amoureux du franglais, et ce que moi j'appelle du dénigrement d'éducation nationale, et pas juste du dénigrement d'enseignants. Parce qu'au final, ce n'est pas juste un métier qui s'en prend plein les joues, c'est toute une communauté. C'est quand même étrange de jalouser autant une profession que l'on dit calme, tranquille et très avantageuse. Cela coulait douce, tout ça. Étrange, oui, de jalouser et de ne pas candidater. C'est-à-dire que les jugements haineux fusent, qu'on entend des insultes sur la profession, mais quand il s'agit de se lancer dans des études pour devenir enseignant, quand il s'agit de passer le concours, les candidats se font bizarrement plus rares. Pourtant, être prof n'a que des avantages si l'on en croit la considération portée par l'extérieur. Un recrutement toujours en crise, c'est le cas de le dire. Et pour une fois, faisons dans les règles de l'art avec des chiffres. Le Monde a fait sa petite enquête là-dessus et l'article s'intitule Le recrutement des enseignants toujours en crise. D'ailleurs, disponible si vous souhaitez en lire davantage. Il y a aussi une belle infographie plutôt éloquente pour aider à mieux saisir le problème. Ce qu'on en retiendra en tout cas, c'est que sur 9574 postes ouverts dans le premier degré, 466 sont encore vacants en fin juillet 2021. Que sur 10 600 postes ouverts dans le second degré, comprenant donc agrégation CAPES, CAPET ou KPLP, ce sont 645 postes qui restent vacants. Alors entre tous ces postes toujours vacants en fin juillet 2021 et les démissions à prévoir dans l'année, la crise de recrutement se creuse encore. Et où sont les fameux candidats qui trouvent le métier si fabuleux? Où sont les 96 058 candidats inscrits du premier degré, puisqu'il n'y a que 32 000 et quelques candidats présents au concours du CRPE? Où sont les 30 494 candidats inscrits du second degré quand seulement 17 253 candidats se présentent au CAPES, juste au CAPES? On a compris que la considération extérieure au ministère n'était pas des plus motivantes pour la profession, mais justement, qu'en est-il de la considération de l'extérieur? À quoi les enseignants sont-ils réellement confrontés? Vous vous souviendrez peut-être qu'on avait déjà démoli le fameux 18 heures de cours, donc 18 heures de travail dans l'épisode 2, un épisode qui portait au passage sur la polyvalence et l'importance de la communauté éducative. Mais redisons-le ici, en prenant encore l'exemple d'un professeur certifié du second degré, à temps plein, 18 heures de cours plus 2 heures HSA obligatoire depuis 2019. Mais hors temps de classe, merci de se rappeler qu'il y a aussi un temps dans l'établissement, et même un temps hors établissement. Allez, on va expliciter ça encore une fois. La préparation des cours, la correction des copies, les temps de rencontres divers et variés entre les enseignants et les parents, les élèves, ou même les réunions type conseil des professeurs ou conseil de classe, porte ouverte et tout le tralala. 6 mois de vacances. Alors rappelons-le aussi, ces congés ne servent hélas pas à se déconnecter, parce que la préparation des cours, comment vous dire, elle ne se fait pas par l'opération des locataires du dessus, hein. Et oui, ces préparations se font sur le temps de vacances. C'est fastoche, vraiment. Disons que quand il y a une réforme tous les 2 ans, c'est tout un programme à revoir. Et comme l'enseignant n'a jamais qu'une seule classe et rarement un seul niveau, oui, ça fait plusieurs programmes à revoir, de cours et de séances à réadapter, voire à créer entièrement. Et les professeurs des écoles, est-ce qu'ils sont mieux logés? Pas forcément. Il leur est imposé 24 heures hebdomadaires de temps de classe, auxquelles il va falloir ajouter 3 heures pour tout ce qui n'est pas temps de classe, c'est-à-dire l'aide aux élèves en difficulté, rencontre avec les parents, le travail en équipe et la participation au conseil d'école, 108 heures annuelles en plus. Ah oui, mais ça c'est comme dans le second degré. Il y a aussi la préparation de cours, la correction de copies et les imprévus. Des semaines qui grimpent parfois jusqu'à 40 heures si ce n'est plus, que ce soit dans le premier ou le second degré, ou l'enseignement supérieur aussi. Les horaires, ça y est, c'est fait. Et sinon, qu'est-ce que les collègues enseignants vivent au quotidien? Des classes surchargées pour tout le monde, premier degré, second degré et études supérieures confondues. Plus de copies au passage, et plus de discipline que de transmission de connaissances. Des programmes et des dispositifs qui viennent empiéter sur le temps de cours. Des environnements de travail pas loin de la vétusté quand ils n'ont pas de chance. Une hiérarchie qui peut s'avérer vraiment compréhensive et accompagnatrice à leur égard, ou bien tout le contraire, dans un manque de soutien assumé, ou pire. Ah oui, aussi le salaire peu mirobolant malgré le concours et l'ancienneté, ou les formations qui manquent de sens avec le métier, la considération à des pâquerettes. Quant au reste, celui où les enseignants alertent déjà dessus, mais c'est sous la pression des parents que le ministère et les autorités compétentes cèdent, le manque de remplacement pour les enseignants absents ou arrêtés.
Sans ces remplacements indispensables, ce sont donc les AED et les ATSEM qui assurent les cours aux élèves. Ce sont des enseignants contractuels qui n'ont pas été titularisés ou qui n'ont pas eu ou passé le concours. Aviez toujours en mouvement et disponible, en attente de postes. Des postes qui existent et qui n'attendent qu'eux, mais les rectorats n'appellent pas. Ce sont des offres d'emploi massives sur les sites d'annonces pour trouver une personne capable d'enseigner, avec ou sans diplôme ou expérience. Ce sont des titulaires sur zone de remplacement, les TZR, qui sont affectés au dernier moment sur un poste lointain, donc c'est toute une programmation à faire du jour au lendemain. Je vous parlerai bien aussi des postes supprimés tous les ans par le ministère, par manque de candidats ou par besoin d'économie, des listes complémentaires, de l'apparente baisse du niveau du CAPES qui vient avec le manque d'exigence du bac des années 2000 ou 2010. Et puis, ne nous privons pas de parler des contenus des formations INSPE qui n'apprennent rien sur la gestion de classe ou les problématiques actuelles. Alors voilà, ce métier d'enseignant que l'on en jalouse tellement, qui fascine tant et qui pourtant ne trouve pas de candidat, peut-on encore se présenter au concours aujourd'hui? Écoutez, pas de cours sans élèves, mais pas de cours sans enseignants non plus. Et non, on ne peut pas remplacer le présentiel par un distanciel permanent. L'enseignement et l'éducation sont primordiales pour nos jeunes, comme elles l'étaient pour nos aînés, comme elles devraient l'être pour les générations à venir. Nous devons absolument continuer à former, à éduquer, à instruire, entre famille et école, coéducation, oui, mais aussi trouver nos enseignants, les former, leur donner envie de rester. Les démissions se font de plus en plus nombreuses et les entrées dans le métier reculent en âge. De l'entrée à la sortie de l'éducation nationale, un rapport de novembre 2018 produit par l'ADEP nous donne quelques chiffres. Attention toutefois, ce sont les chiffres de 2018 et ne correspondent pas forcément à ceux de 2021. Au niveau de l'âge d'entrée dans les métiers du professorat et de l'éducation, on remarquera que l'âge moyen est passé de 27 ans en 2008 à 30 ou 31 ans, voire plus en 2018. Rien pour l'extérieur, mais de l'intérieur, ça semble montrer que l'éducation nationale n'est plus une voie de vocation, mais un second choix après une reconversion. Et les sorties du métier ne sont pas plus glorieuses. Les sorties temporaires, c'est-à-dire détachement et disponibilité, ne composent que 0,7% des effectifs de 2018. Mais ce sont tout de même 5112 postes dont la plupart n'a peut-être pas trouvé de remplaçants. Ce sont par contre les sorties définitives qui inquiètent. 0,2% de taux de démission, c'est certes peu, mais ça reste 1417 postes laissés libres, sur 16 075 postes en tout quittés définitivement pour d'autres motifs. Quant aux enseignants, ils sont autant stagiaires qu'expérimentés. En bref, la crise touche tout le monde, les néo-profs comme les anciens. Je ne vais pas radoter sur les conditions d'enseignement de nos collègues, je dirais simplement qu'elles poussent les enseignants à prendre leurs jambes à leur cou et à se sauver du naufrage éducation nationale. Du ministère, pardon. En laissant derrière eux des postes dont on ignore s'ils seront remplacés, des élèves sans cours, et surtout, en y laissant leur propre santé physique et mentale. Parce que pour démissionner d'un concours que l'on a passé avec autant de travail acharné pour l'avoir, le gouffre doit vraiment être très proche, et il l'est. Le récent rapport Regard sur l'éducation 2021 qu'a rendu l'OCDE a semble-t-il ravivé les comparaisons entre les enseignants allemands et les enseignants français. Cette façon de comparer me titille un poil. Pourquoi? Parce que les modèles d'enseignement ne sont pas les mêmes, donc les salaires ne seront pas les mêmes, puisqu'il était question de salaire dans ces débats. En effet, l'enseignant français, qu'il soit dans le premier ou le second degré, ou même l'enseignement supérieur, gagne beaucoup moins que ses confrères européens, dont les Allemands. Un enseignant débutant français aura par exemple un salaire de 27 709 € brut annuel, contre 58 542 € pour son collègue allemand débutant. L'enseignant français aura 47 855 € annuels brut en fin de carrière, contre 82 027 € pour son collègue homologue allemand. Cet écart n'explique pas tout, bien sûr. Les professeurs allemands partent à la retraite plus tard, 67 ans en moyenne, contre 62 pour nous français, pour l'instant. Bon d'accord, on ne va pas se mentir non plus. C'est aussi, et surtout, que les métiers du professorat et de l'éducation ne sont pas une priorité nationale dans notre pays, et donc les enveloppes allouées ne sont pas mirobolantes. Concrètement, on est face à un problème, celui d'une profession mal aimée au point que les candidats ne s'y pressent plus. Alors, quelle piste pour motiver les troupes et rendre au métier son prestige? Si c'est le sentiment de déclassement et la dévalorisation de toute une branche qui a créé cette fracture, la réponse sera simple. Revaloriser, reclasser. Bien sûr, c'est toujours plus simple de le dire que de le faire, surtout quand ma petite parole n'aura aucune incidence sur le schmilblick.
Revaloriser en redonnant les moyens à l'éducation nationale, à ses personnels et à ses élèves. Ça passe par des enveloppes moradines distribuées à tout le territoire, de manière à ce que tous les établissements puissent en bénéficier, et pas juste les très bons ou les très en détresse. Ça passe bien évidemment aussi par le rattrapage des salaires de tous les personnels dont le point d'indice est gelé. Mais le salaire et l'enveloppe dédiée ne font pas tout. Prise en compte des demandes, prise en compte des difficultés et des remontées, bref, écouter les réalités du terrain et les prendre en compte, ce qui n'est pas fait actuellement. Et on nous demande bien une école ouverte à tous, donc une inclusion pour tous. Alors comment mettre en place un dispositif aussi simple sur le papier si l'on n'a pas les moyens de le faire? Classe moins surchargée pour une réelle individualisation du parcours, création d'établissements spécialisés pour les élèves qui doivent en bénéficier, création de nouveaux postes nécessaires pour le vivier d'enseignants, de vie scolaire, de personnel de santé. On ne demande pas tout ça en même temps, c'est évidemment impossible, ne serait-ce qu'au niveau économique. Pardon de le rappeler, mais on a aussi cette crise sanitaire qui dure et qui a bien enfoncé le porte-monnaie du pays. Mais est-ce vraiment trop demandé que nos hiérarchies du haut écoutent et prennent en compte nos demandes, nous consacrent un peu plus de temps, de respect, d'espoir et d'argent, oui aussi. Il ne s'agit pas seulement des personnels. Ce que l'on demande en fait, c'est de pouvoir exercer dans des conditions de travail gérables, non pas juste pour notre confort, loin de là, mais surtout parce qu'on a une mission commune dans l'éducation nationale. Instruire, former et accompagner nos élèves dans leur avenir et leur réussite. Un poil difficile à faire quand on a 37 braves têtes dans les classes, dont la moitié n'a pas le niveau ou n'est pas en capacité de suivre, et quand les familles viennent s'en mêler à coups de pression ou d'incivilité, si ce n'est pire. Trouver ma voie professionnelle, le parcours du combattant. Au collège et au lycée, j'embrassais l'idée de devenir enseignante un jour, et on me le disait aussi, mes profs ou mes proches. Pourtant, cette belle idée n'a pas pu aboutir. Adieu l'enseignement quand j'ai compris que je ne serais jamais en mesure de transmettre dans une classe. Parce que déjà, tenir dans une classe en tant qu'élève, ce n'était plus possible. Mais surtout, j'ai ouvert les yeux sur les conditions de travail. Peut-être parce que j'ai passé 3 ans et demi dans un collège difficile qui m'a bouffé la vie. Ou peut-être parce que dans mes études supérieures, j'ai passé 2 ans avec une classe intenable. De voir tout le manque de respect, le manque d'intention ou d'intérêt dans la classe, de constater mes propres difficultés qui, peut-être, mettaient l'enseignant en échec, quelque part. Comment est-ce que j'aurais pu, moi, faire mon travail au mieux dans ces conditions? Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'enseigner était peut-être la seule voie que j'entrevoyais au début de ma vie. Une sorte de vocation des gens chantés avant l'heure. Ce que j'en retiens en tout cas, c'est que vraiment, le métier est vu comme une vocation plutôt que comme une profession, et que j'admire les enseignants, ceux que j'ai eus et ceux avec qui je travaille maintenant. Il en faut pour tenir quand le naufrage secoue tout sur son passage. Est-ce que moi je crois à une revalorisation du métier? Disons que quand je vois qu'on ne parle éducation et enseignement qu'en période d'élection... oui, bon, je suis optimiste, mais pas bercé d'illusions. J'espère simplement qu'on pourra panser les plaies, et qui sait, réduire le gouffre, ne serait-ce que parce que les profs ne sont pas invincibles, et que s'ils tombent, le reste suit avec eux. Parce que l'instruction n'est pas une option, c'est une nécessité. Et parce qu'on parle d'êtres humains, pas de robots ou de programmes de télévision. Un métier aussi jalousé que celui d'enseignant, qui pourtant peine à remplir les concours et à garder son vivier sur toute une carrière. Oui, l'éducation nationale va mal. Oui, nous ne sommes pas loin du naufrage. Et oui, on peut encore agir. Mais pour ça, il faut que toute la communauté éducative s'y mette. Parce que la parole seule des enseignants ne suffira pas, au vu de la faible considération positive qu'on lui accorde. Moyens en plus, création de postes et d'infrastructures, écoute et prise en compte. Ces pistes-là coûtent peut-être cher, mais c'est à ce seul prix que nos élèves et nos collègues trouveront une sortie à ce tunnel peu engageant. D'ailleurs, comment mettre en place une école réellement ouverte à tous? Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Et puisqu'on parle d'éducation et d'enseignement laissés à l'abandon, parlons aussi de la disparition inquiétante des personnels d'orientation. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.